le jeu vidéo, bon, c'est un média voilà, principalement de divertissement. Et comme tout média, il est créé par des gens qui sont, on va dire, produits de leur société, quoi. Et donc qui vont propager aussi par les mécanismes et puis les représentations de l'univers qu'ils mettent dans leur jeu, leurs idées, enfin la manière dont la société les a construites, et ce qui est souvent une construction d'ailleurs pas forcément consciente, quoi. Autant que la publicité a un impact sur la société parce qu'elle nous montre des schémas et elle génère des désirs, du coup finalement ça change la société. Le jeu vidéo c'est pareil. Souvent on dit oui mais non, mais c'est inspiré des mythes, réfléchis pas trop. Ça a toujours été là. Enfin, les mythes grecs et autres, ils ont été créés comme les contes de fées. Ils avaient le but d'instiller des valeurs aux gens et d'essayer de former une société. Aujourd'hui, le fait que les jeux vidéo réutilisent le parcours du héros, qu'ils réutilisent les mêmes images mythiques que la mythologie grecque, c'est quand même penser, ok, on n'est pas en train de réinventer un truc, mais on est en train de continuer à véhiculer les mêmes valeurs. On a, encore une fois, assez peu de représentations féminines, et quand on en a, c'est souvent des faire-valoir. L'exemple le plus courant, c'est la princesse Peach dans Super Mario Bros, qui n'est là que pour justifier le jeu. Dans les années 80, il y a une série de films aux États-Unis extrêmement connue qui s'appelle Revenge of the Nerd, qu'on connaît pas bien en France, mais c'était une série de films, des teen movies, des films pour adolescents, qui racontait comment une bande de nerds, de geeks allait à l'université et se faisait martyriser par les footballeurs et finissait à la fin par sortir avec la pom-pom girl parce que c'était la victoire du geek. Donc la femme est finalement un espèce d'enjeu de victoire, un espèce de totem. T'as gagné la femme. Donc elle a rien à dire, elle est passive. C'est la récompense. Donc du coup, elle peut pas être active dans ce monde-là, uniquement pour but de enfin j'ai réussi à avoir accès aux femmes. Garçons qui choisissent des femmes et qui leur mettent des énormes seins et après qui sont très contents d'avoir des petites tenues le minimum possible. Enfin, avant, pour moi, un personnage féminin dans un jeu vidéo, il avait un décolleté, des gros seins et le moins de vêtements possible. Le moins de vêtements possible. Des personnages qui vont être de plus en plus hyper sexualisés. Sur cette idée du jeu vidéo comme objet de fantasme pour geek avec des poitrines surdimensionnées. Là, je pense en particulier à des jeux de combat japonais comme Dead or Alive. C'est un jeu où il y a un moteur qui a été développé, un moteur graphique pour modéliser les personnages, mais il y avait un moteur en parallèle spécifique qui avait été développé pour modéliser tout ce qui était gravité relative au mouvement de poitrine des personnages. Donc un jeu qui dédie un moteur graphique juste pour la physique de la poitrine des personnages, c'est quand même assez particulier comme attitude. Il y a une attitude qu'on appelle boobs on boots en américain, qui veut dire ça consiste à montrer à la fois ses seins et ses fesses. Un peu à l'égyptienne, il faut se débrouiller pour sortir. Bon, et c'est une attitude en fait qu'on a déjà dans les comics et un peu dans les pin-up aussi. Donc vous avez souvent des femmes qui vont être représentées comme ça, et puis des armures très ajourées avec des trous partout, parce qu'une armure féminine n'est pas censée protéger, elle est censée exhiber les parties du corps intéressantes. Je me rappelle le deuxième épisode de Prince of Persia, la première cinématique où on voyait une femme sur un bateau avec une grosse pluie battante, avec une armure. Donc l'armure très fantastique, on voit plus le corps qu'il n'y a de protection, enfin ça protège rien du tout. Et moi je me rappelle qu'à l'époque j'étais jeune et plein d'hormones, je fais waouh c'est badass, etc. Dans Tomb Raider, elle n'aurait pas dû avoir la poitrine qu'on a connue dans le tout premier Tomb Raider. À la base c'est une erreur qui a été faite par la personne qui l'a modélisée, et c'est seulement les développeurs qui ont dit on garde. Mais théoriquement, ça devait pas être comme des ça. copines, on jouait tout le temps. À l'époque, ça nous choquait pas du tout qu'elle ait des énormes seins en polygone, ou qu'elle fasse des cris bizarres à chaque fois qu'elle faisait une action. Il y a un personnage qui est justement plantureux, c'est une stripteaseuse. On essayait de sauver, de mecs qui essayaient de lui tirer dessus. Et il y avait même le menu, elle faisait du pole dance sur le côté de la fenêtre à côté du menu. Plus le joueur progressait dans les chapitres, plus on débloquait de contenu et plus on débloquait de chorégraphie. On a des exemples de femmes qui cachent leur féminité dans le jeu vidéo. Nightmare, il y a pas longtemps, c'est marrant, les gens savaient même pas que c'était une fille en fait qui jouait parce que on la voit presque pas, on voit presque pas sa tête, elle a un petit ciré jaune. Samus, je la trouvais cool. Mais voilà, en plus il y avait le côté surprise, on savait pas, c'était une fille en fait, donc ça prouve bien que vous êtes tous nuls, vous pensiez que c'était un garçon, et je pense au personnage King,
Au niveau des vêtements, on peut penser qu'il s'agit d'un homme. Donc ça casse un peu les codes. À l'issue du combat, et je crois même qu'il faut faire un coup un petit peu spécial pour le voir, les vêtements du personnage sont arrachés et on découvre que c'est une femme. Donc je trouve assez problématique qu'on soit dans une révélation de la nature du personnage suite à un acte de violence. Si on prend Final Fantasy XIII, le premier Final Fantasy où le héros principal était une femme qui a Des vêtements. des vêtements, beaucoup, et un sacré caractère. Ouais. Moi, question de représentation de personnages féminins, quand j'étais toute petite, il n'y en avait pas des masses. Le seul personnage auquel je m'identifiais, c'était Chun-Li dans Street Fighter 2. Et je la trouvais trop cool parce qu'elle avait des muscles, elle était vraiment forte. En anglais, la première phrase que j'ai appris, c'était I'm the strongest woman in the world, qui était la phrase de Chun-Li quand elle gagnait. Il y a toujours une tradition dans l'imaginaire de genre, on va dire, pour parler comme les films de genre ou la littérature de genre, de femmes fortes. Et Bayonetta, je vais pas dire qu'elle est réaliste, mais en fait c'est vraiment une figure d'empowerment. Très grande puissance et qui vient d'une représentation même de sa sexualité féminine, quoi. Avec ses longues jambes, avec ses hauts talons revolver, avec sa combinaison moulante qui est faite de ses cheveux, enfin, c'est tellement exagéré que ça en devient une parodie de ce qu'on appelle la féminité, et ça en devient aussi une parodie d'autres héroïnes de jeux vidéo. Elle va écraser la plupart des mecs du jeu grâce à ça. Elle le dit elle-même, ouais je suis une salope, mais ça n'empêche pas de botter des culs, d'être bien dans ma vie et d'être heureuse. Et surtout Bayonetta, finalement, elle va pas être au centre d'une romance hétérosexuelle où elle est le sujet du regard des hommes. Donc du coup, il y a vraiment tout un univers qui fait qu'elle a une place hyper importante, qui n'est pas juste celui d'un objet de quête ou d'un objet de romance. La première Zelda que j'ai connue, c'était pas forcément la Zelda du tout premier Zelda, qui était justement le cliché, comme Peach, voilà, la femme à aller chercher, faut bien un objectif quelque part. Moi, je l'ai connue avec Ocarina of Time, et déjà, elle se déguisait en garçon, elle lançait des sorts. Après, quand je l'ai vue dans Wind Waker, je me suis dit, c'est une pirate, elle est badass, trop bien. Et là, récemment, avec Breath of the Wild, je me suis dit, c'est pareil, on voit sa quête personnelle pour comprendre qui elle est, ses capacités. En fait, il y a un vrai regard sur elle et son évolution, et j'ai trouvé ça vraiment agréable. On voit quand même que Zelda, au final, c'est la nana qui était une espèce de générale et qui va combattre le grand méchant, pendant que Link, le héros de l'histoire, s'est fait battre et il doit se régénérer pour revenir au combat. Ça veut dire qu'en fait, on prend une personnalité de mec et on met tout dans un corps de femme. Et que c'est cool, on a des personnages féminins forts, mais en fait, on n'a aucune valorisation de valeur autre que celle de la masculinité pure. Donc on arrive toujours dans ce schéma, dans les façons pour être fort, faut être dominateur, faut être surpuissant, surperformant, parce qu'on considère que c'est les seules valeurs qui sont valables. Et que du coup, même pour les mecs, du coup, ne pas être hyper performant, hyper dominateur, hyper constamment en recherche de séduction et même pas la séduction, au final, c'est de la chasse, c'est vu comme un propre. Il y a vraiment ce souci-là d'instrumentalisation d'une voix de femme qui est soit dans l'absence de voix, soit dans le hurlement.